Dans la lumière vacillante des archives les plus profondes, là où la poussière sédimentée ressemble à une couche géologique de prières oubliées, se conservent encore des traces fragmentaires de ce que l'Imperium nomme les légions de Space Marines. Elles apparaissent dans les registres comme des équations incomplètes, des suites de noms, de codes génétiques et de campagnes effacées par le passage implacable des siècles. Chaque légion naquit d'un même dessein, celui de façonner, à partir de la chair humaine, un outil de guerre si rigoureusement perfectionné qu'il dépasserait de loin l'échelle ordinaire du soldat et même la mémoire collective de l'humanité. Les corps furent réordonnés, les os densifiés, le sang altéré, jusqu'à ce que le simple battement d'un cœur Astartes devienne un métronome au service de la volonté impériale. Derrière ces données biologiques se dissimule pourtant une tragédie métaphysique plus vaste, car chaque légion portait dans son patrimoine génétique l'ombre d'un primarque lointain, figure à la fois mythique et historique, dont les vertus et les failles furent imprimées dans le moindre tissu de ses fils de guerre. Au fil du temps, sous les radiations froides du vide et les psalmodies de l'Adeptus Terra, ces légions se fragmentèrent, se renommèrent, se parèrent de nouvelles héraldies, pour mieux cacher leurs cicatrices anciennes. Leur existence s'étire, du rêve démesuré de la Grande Croisade jusqu'au 41e millénaire, comme une onde de choc qui n'en finit pas de se propager à travers l'espace et la psyché humaine. Les survivances de leurs hauts faits ne persistent plus que dans des inscriptions érodées, des reliques emprisonnées dans des stases de conservation et des chroniques anonymes où l'on perçoit, presque étouffé, le poids silencieux de leurs serments brisés et de leur fidélité incertaine. Dans les niveaux les plus enfouis des dépôts data funéraires de Terra, au-delà des couches de cendres administratives et des prières codifiées, persistent quelques traces résiduelles d'un projet que les scribes ultérieurs nommèrent simplement la Genèse Astarte. Ces fragments, rongés par le temps et par les purges successives des autorités impériales, ne décrivent pas un acte de création noble, mais un long processus d'ajustement, de correction et d'ablation conceptuelle, où l'être humain fut réduit à un matériau biologique, à une variable manipulable dans une équation de domination galactique. Il ne subsiste aucune description intégrale de l'architecte de cette entreprise, seulement des mentions voilées du souverain de l'humanité, traité moins comme un individu que comme une constante opératoire, une présence imposée à chaque ligne de code génétique, à chaque protocole chirurgical, comme si son dessein s'inscrivait jusque dans la double hélice des sujets prélevés. Les premières tentatives, évoquées par des rapports lacunaires, montrent une humanité disloquée pour mieux être recomposée. Les corps furent ouverts, cartographiés, segmentés, tandis que des théories d'ingénierie biologique se mêlaient aux disciplines ésotériques de l'ère techno-barbare. On y observe des allusions à d'antiques rivalités de castes savantes, à des écoles disparues de bio-alchimistes dont les noms furent effacés pour que seul demeure le sceau de l'empereur. Les Thunder Warriors, prototypes brutaux et instables, apparaissent comme une note en marge, un palier transitoire vers une forme plus durable, moins sujette à la dégénérescence rapide. Leur existence, courte et consumée, servit de matrice sacrificielle à la mise au point de l'Astarte, comme si les premiers géants de guerre avaient été consciemment voués à l'oubli pour que leur échec devienne fondation. La documentation relative à la refonte du corps humain mentionne une succession d'implants organiques, chacun désigné par des dénominations froides, mais entouré de gloses liturgiques ultérieures. Le cœur renforcé, les poumons filtrants, les glandes productrices de substances régulatrices, la réorganisation de la densité osseuse, tout cela apparaît à la fois comme un programme médical avancé et comme une liturgie anatomique, où chaque ajout est accompagné d'invocations codées à la stabilité, à la fidélité, à la résilience. Les savants de l'ancienne Terra cherchèrent à faire du guerrier Astartes une forme de convergence entre la biologie humaine et un idéal mathématique de résistance, où la marge d'erreur se réduirait jusqu'à ne laisser subsister qu'un vecteur pur d'obéissance et de violence contrôlée. Derrière ces transformations physiques, une autre donnée, plus discrète, affleure dans les strates textuelles. Le projet Astartes
ne visait pas seulement à augmenter la force musculaire ou la capacité de survie, mais à retoucher la structure même de l'esprit. Des termes comme réécriture mnésique, blindage psychoréactif, harmonisation noosphérique indiquent que la conscience humaine fut ajustée pour supporter non seulement l'horreur matérielle de la guerre, mais aussi les interférences du plan immatériel. Le futur Space Marine devait être à la fois réceptacle et rempart, traversé par les courants psychiques de la galaxie sans se dissoudre en eux. Ainsi, dès l'origine, la genèse Astartes fut aussi une entreprise d'ingénierie de l'âme, même si ce mot n'apparaît jamais dans les documents les plus anciens, remplacé par des périphrases techniques qui trahissent pourtant une crainte diffuse devant ce qui ne peut être pleinement quantifié. La trace du lien avec les primarques se devine comme une ombre portée sur ce corpus. Des références indirectes à des modèles paragonaux, à des matrices dirigeantes, laissent percevoir que chaque légionnaire était conçu pour être l'écho réduit d'une figure supérieure, un fragment incarné d'un dessein plus vaste que lui. Lorsque ces êtres primordiaux furent dispersés dans le vide par des forces que les registres n'osent que suggérer, le programme Astartes continua, désormais orphelin de ses référents premiers. Les légions naissantes ne furent plus que des chœurs incomplets, chantant en l'absence de leur ton fondamental, portant déjà en elles la dissonance future de leurs destinées divergentes. Les premiers contingents opérationnels ne sont pas décrits à travers leur campagne, mais par des tableaux cliniques et statistiques. Taux de survie après implantation, compatibilité des tissus, récurrence de phénomènes de rejet ou de mutation, tels sont les termes qui résument leur début. La guerre n'y apparaît que comme un environnement de test, un ensemble de contraintes extrêmes permettant de vérifier la validité du modèle. Chaque monde conquis, chaque peuplade soumise ou anéantie n'est mentionné que comme variable de stress sur l'organisme Astarte, transformant des civilisations entières en simples paramètres d'une expérience à l'échelle cosmique. Avec le temps, la mise au point des glandes progénoïdes installa une autre forme de continuité. En permettant la reproduction contrôlée du patrimoine astartesien, ces organes devinrent à la fois semences sacrées et dispositifs de contrôle, car la dépendance à ce matériel génétique liait à jamais les légions au centre impérial. Pourtant, les marges des rapports techniques laissent déjà paraître de minces fissures, des anomalies récurrentes associées à tel ou tel patrimoine, des déviations lentes, comme si la matière vivante résistait à l'idéal de stabilité totale et conservait la mémoire têtue d'une humanité originelle impossible à abolir. Ainsi, ce fragment de la genèse Astartes ne se présente pas comme le récit d'une naissance glorieuse, mais comme la chronique froide d'une transformation progressive, où le projet de sauver l'humanité par la guerre se confond avec celui de la dénaturer méthodiquement. Dans chaque ligne manquante, dans chaque section censurée, persiste l'intuition que les légions futures porteront en elles non seulement la puissance voulue par leur créateur, mais aussi l'ombre des compromis, des sacrifices et des erreurs fondatrices, appelées à se répercuter tout au long des âges, comme une résonance que nul décret impérial ne pourra jamais entièrement faire taire. Dans les registres bioliturgiques conservés sous scellement au sein des bastions de l'Adeptus Astartes, le sang n'apparaît jamais comme un simple fluide vital. Il est défini par une double terminologie, à la fois chimique et sacrée, décrit en diagramme d'hématocrite et en litanie, comme s'il constituait la frontière la plus intime entre l'humain et ce qui le dépasse. Lorsque la genèse Astarte fut stabilisée, le sang des guerriers nouvellement façonné devint l'archive vivante de cette transformation. Son cours dans les artères épaissies enregistrait, battement après battement, l'empreinte des implants, l'influence diffuse des glandes progénoïdes et l'ombre encore mal comprise des primarques absents. Des lots entiers de données, rescapés de la Grande Croisade, décrivent des séries interminables de prélèvements, de séquences comparatives, de courbes mesurant l'évolution des composants sanguins sous des environnements de gravité variable, de radiation hostile, de stress combatif prolongé. Les apothicaires, déjà drapés d'un statut à mi-chemin entre techniciens et prêtres, n'y sont pas dépeints comme des guérisseurs, mais comme des archivistes de l'organique, penchés sur des matrices de chiffres et de symboles représentant, en condensé,
tout le devenir d'une légion. Chaque goutte de sang Astartés traitée dans leur laboratoire monastique était un fragment de texte, un caractère d'une écriture génétique plus vaste, dont le sens complet échappait parfois même aux plus doctrinaires des serviteurs du Mechanicus. Au fil des décennies de conquête, des divergences subtiles commencèrent à apparaître. Certaines lignées montraient une tendance accrue à la production de cellules régénératrices. D'autres développaient une tolérance presque anormale à la douleur. D'autres encore présentaient des altérations mineures des pigments hémoglobiniques, se traduisant par des nuances particulières dans la couleur du sang, notées avec soin dans les annotations marginales des rapporteurs. Ces variations, d'abord interprétées comme de simples effets de contexte, prirent une plus grande signification lorsque l'on constata leur récurrence au sein de mêmes cohortes, liées à un patrimoine progénoïde commun. Ainsi se traça peu à peu la cartographie invisible des empreintes sanguines propres à chaque légion, comme des constellations inscrites dans la chair. Les nominations ultérieures parlèrent de malédictions, de dons, de stigmates héréditaires. Mais les premières mentions restent très sobres, presque cliniques. On y lit la description de tendances psychophysiologiques corrélées à certaines altérations sanguines, propension à la fureur contrôlée ou au recueillement mélancolique, réaction spécifique aux stimuli du warp, rythme de récupération après traumatisme extrême. Dans les annexes les plus ésotériques, rédigées par des psychanautes anonymes, le sang Astartes est décrit comme une interface entre le matériel et l'immatériel, un liquide doué d'une mémoire non seulement génétique, mais aussi noétique, retenant les échos ténus des batailles, des serments et des visions qui avaient marqué ses porteurs successifs. Lorsque les primarques furent retrouvés un à un, ces empreintes commencèrent à se réaccorder, comme si la présence du modèle initial réorganisait la résonance interne des légions. Les médecins guerriers constatèrent que le sang prélevé après la réunion avec le père génétique présentait des profils légèrement différents, des harmonies nouvelles dans les rapports entre cellules, plasma et agents régulateurs. Certains rapports censurés suggèrent que l'ADN des primarques lui-même, d'une stabilité presque contre nature, influençait à distance la dynamique des légionnaires, non par contact direct, mais par une forme de synchronisation encore dépourvue de vocabulaire adéquat. De façon inexpliquée, des pathologies latentes s'atténuèrent dans certaines légions, tandis que dans d'autres, des dérives jusqu'alors contenues commencèrent à se manifester avec plus d'acuité, comme si la présence de la figure tutélaire agissait en révélateur. Les prochaines ères, marquées par la lente montée vers la rupture, virent s'accroître la charge symbolique accordée au sang modifié. Chaque légion développa ses rites d'aspersion, ses serments scellés dans des mélanges de sang et d'huile bénite, ses reliquaires contenant des échantillons réputés très anciens, conservés dans des cuves de stase comme des textes originels qu'il convenait de ne jamais diluer. Là où les institutions impériales parlèrent de protocoles sanitaires et de préservation du matériel génétique, les guerriers eux-mêmes y voyaient des pactes silencieux, des liens organiques les reliant à la fois à leurs frères dispersés et au moment archaïque de leur propre fondation. Dans les cryptes de certains chapitres descendants, des chapelains consignèrent l'idée que le sang Astartés n'était plus tout à fait humain, mais pas entièrement autre. Il occupait une zone d'indécision, un entre-deux biologique et spirituel où se mêlaient, en proportion indéterminable, la mémoire de Terra, la marque du primarque, l'empreinte de l'empereur et les cicatrices invisibles des guerres innombrables. Cette ambiguïté permit aux légions de se percevoir comme héritières d'une humanité transfigurée, mais elle préparait aussi le terrain pour les dérives futures, lorsque certains commenceraient à lire dans leurs propres altérations sanglantes non des avertissements, mais des signes de singularité, voire de privilège. La lente corruption de certaines lignées, documentée seulement par allusion dans les dossiers les plus cryptés, montra la fragilité de cet édifice. Dans quelques légions, les empreintes sanguines se mirent à dériver de façon plus marquée, générant des comportements extrêmes, des compulsions violentes, des obsessions mystiques qui n'étaient plus entièrement contrôlables par la doctrine ou la discipline. Les anatomistes impériaux parlèrent prudemment de syndrome de surcharge hémogénique, de réponses immunitaires aberrantes,
d'hyperplasticité cellulaire. Derrière ces termes se devinait pourtant la crainte que le sang modifié ait ouvert des portes que nul ne savait plus refermer. Lorsque l'hérésie éclata et que les légions se scindèrent dans le fracas d'une guerre intérieure, le sang devint aussi critère de suspicion. Des batteries de tests furent instaurées, des analyses croisées, comparant profils sanguins, loyaux et renégats, comme si l'on espérait trouver, dans les volutes invisibles du plasma, une signature préventive de la trahison. Les résultats, pour autant que l'on puisse en juger, furent ambigus. Aucune altération unique ne permettait de distinguer de façon certaine la loyauté de la rébellion. Seule émergeait l'image d'une grande fragmentation, d'une mosaïque de lignées divergentes, chacune portant la marque superposée d'innombrables générations de guerres et de décisions. Lorsque vinrent les temps de la seconde fondation et de la dispersion en chapitres, les anciens catalogues sanguins des légions originelles furent découpés, recomposés, classifiés à nouveau. Beaucoup disparurent dans des purges de données et des séismes administratifs, ne laissant que des références obliques dans les registres de l'Adeptus Terra. Ce qui subsiste de ces ensembles classificatoires se présente comme une trame mutilée, une série de mentions incomplètes où se lit encore, par endroits, la volonté avortée de cartographier intégralement le sang des fils de l'empereur, juste avant que l'ordre nouveau ne vienne recouvrir ses traces sous les couches épaisses des catalogues perdus des légions originelles. Enfouis sous des couches de révision doctrinale et de décrétales contradictoires, les anciens catalogues des légions originelles subsistent à l'état de spectres textuels, épars et disloqués. Ce qui fut autrefois un système rigoureux de classement impérial, destiné à embrasser l'ensemble des forces astartes dans un maillage de données total, n'apparaît plus que sous forme de fragments isolés, de feuillets dépareillés et de blocs de données illisibles, rongés par la corruption magnétique et les purges successives de l'administratum. On y devine pourtant l'ambition initiale, réduire chaque légion à une structure lisible, un ensemble de paramètres génétiques, logistiques, doctrinaux, comme si un tel édifice de chair et de foi pouvait être entièrement contenu dans une architecture de registres et de codes. Les premiers répertoires, attribués à la convergence des savants de Terra et des logis du Mechanicum, énumérait avec une précision presque clinique les caractéristiques de chaque formation. Y figurait l'origine géographique des premiers recrues, les variations identifiées de la progénoïde, la palette héraldique officiellement validée, les schémas d'armement privilégiés, les pratiques d'endoctrinement, les taux moyens de survie sous différentes conditions de campagne. Chaque légion se voyait ainsi définie par une combinaison unique de constantes et de variables, comme une formule vivante inscrite à la surface de la galaxie. Les annotations marginales, souvent rédigées par des mains anonymes, laissaient déjà apercevoir les écarts entre la théorie et la réalité. Divergences mineures signalées, rites non homologués, tendances comportementales non prévues par le modèle initial. Avec l'expansion de la Grande Croisade, la masse de documents produite se transforma en une véritable géologie de données. À chaque reconquête de monde, à chaque intégration de contingents supplémentaires, venaient en s'ajouter des couches nouvelles de rapports, de mises à jour héraldiques, de statistiques d'usure matérielle et de relevés psychométriques. Les scriptoriums impériaux, débordés, instaurèrent des procédures de condensation, résumant en quelques entrées standardisées des décennies d'évolution organique et doctrinale. C'est dans ces résumés que l'on perçoit le mieux la dérive lente des légions. Ici, un taux accru de pertes compensé par une brutalisation des méthodes. Là, un ralentissement des opérations trahissant une tendance à la réflexion stratégique prolongée. Ailleurs encore, une inflexion marquée vers la ferveur cultuelle. Les catalogues ne se contentaient pas de décrire l'état présent. Ils tentèrent de projeter des trajectoires, d'anticiper les évolutions probables à partir des tendances observées. Des sections entières étaient consacrées aux prévisions de stabilité génétique, à la résilience doctrinale sous pression prolongée, à la probabilité de déviance théologique. Ces segments prédictifs, désormais très incomplets, prennent rétrospectivement une tonalité presque prophétique. Certaines légions étaient signalées comme d'une fiabilité doctrinale exemplaire,
d'autres comme porteuses d'un potentiel de réinterprétation dangereuse du message impérial. Ces notations, noyées dans la masse des chiffres et des termes techniques, ne furent sans doute pas lues avec l'attention qu'elles méritaient par les autorités qui les avaient commanditées. Puis survint la période de censure silencieuse. À mesure que l'hérésie se rapprochait, des strates entières de ces catalogues furent retirées, corrigées ou simplement effacées. Des noms de monde disparurent des listes de campagne, remplacés par des ellipses administratives. Des sections entières consacrées à certaines légions furent scellées sous le prétexte de révision doctrinale, avant de ne plus jamais être rouvertes. Dans certains cas, on perçoit la main hésitante de scribes conscients d'enregistrer des données susceptibles de devenir compromettantes. L'augmentation d'incidents disciplinaires, l'usage croissant de symboles non approuvés, des modifications spontanées de credos internes. Ces mentions cessent brusquement, comme si la main avait été arrêtée en plein tracé par un décret venu de plus haut. Après la guerre civile, les catalogues des légions furent soumis à une refonte brutale. La fragmentation en chapitres rendit obsolète tout le système antérieur de classification. Des équipes entières de notaires et de techno-archivistes furent dépêchés pour démanteler méthodiquement l'ancien édifice documentaire, en extraire ce qui pouvait être réassigné au nouveau chapitre, détruire ce qui était jugé dangereux ou superflu. C'est au cours de cette grande opération de dislocation que se perdirent la plupart des ensembles originels. Certaines sections furent recyclées en palimpseste pour de nouvelles codifications, d'autres furent envoyées vers des dépôts périphériques avant de sombrer dans l'oubli, quelques-unes seulement furent secrètement préservées par des mains qui discernèrent, sous la couche de compromission politique, la valeur historique de ces témoins. Les rares reliques de ces catalogues anciens que l'on peut encore consulter aujourd'hui apparaissent comme des fossiles d'un ordre disparu. On y lit des noms de légions dont la désignation a changé, des emblèmes qui ne correspondent plus à ceux portés par les chapitres héritiers, des mentions de contingents complets, désormais rayés de toute autre archive. Certains fragments font allusion à des unités spéciales, à des branches expérimentales de légions, à des fraternités de bataille dont il ne reste plus aucune trace matérielle. Ces disparitions systématiques traduisent moins un simple accident de conservation qu'une volonté délibérée de réécrire la mémoire astartésienne pour l'aligner sur la doctrine post-hérétique. Une part de ces catalogues perdus concerne aussi la relation aux primarques, décrit à travers le prisme froid de la documentation impériale. Des rubriques étaient consacrées à l'influence mesurable de leur présence sur la cohésion de la légion, sur la productivité martiale, sur la plasticité doctrinale. Ces analyses, souvent réduites à l'état de fragments, laissent pourtant deviner que l'administratum tenta, à sa manière, de quantifier ce qui relevait de la figure charismatique et mythique. L'ombre de ces êtres d'exception plane partout dans les colonnes de chiffres et de termes austères, comme un reflet insaisissable que les registres ne parviennent jamais à enfermer totalement. Ainsi, les catalogues perdus des légions originelles se dressent, dans leur absence même, comme un monument à la fois à la puissance et à la fragilité de l'entreprise impériale. Ils témoignent de la tentative de réduire des destins entiers, des cultures guerrières complexes, à des entrées codifiées, à des lignes de données supposées suffisantes pour gouverner des armées d'êtres façonnés au-delà de l'humain. Ce qui échappa à cette réduction, ce qui déborda des cases et des rubriques, se manifesta plus tard dans les fractures de l'hérésie et dans les métamorphoses silencieuses des chapitres descendants. À travers ces traces mutilées se dessine déjà la nécessité d'un autre type de miroir, moins administratif et plus symbolique, pour saisir la nature véritable des légions, celui que constituent les figures lointaines de leur père génétique, conservées dans la mémoire collective comme un reflet déformé, un miroir lointain des primarques. Dans les strates les plus anciennes de la documentation impériale, les primarques n'apparaissent pas d'abord comme des héros, mais comme des hypothèses formelles. Avant que leurs noms ne soient chantés sur des milliers de mondes, ils furent des variables d'un projet de synthèse, des matrices conceptuelles destinées à porter à son expression maximale le potentiel de la forme humaine. Les premiers schémas conservés, à demi effacés, indiquent par des profils physiologiques extrêmes
des projections de capacités intellectuelles et stratégiques, des estimations de résilience psychique face aux contraintes du warp. À ce stade, ils ne sont encore que silhouettes théoriques, figures d'un calcul démesuré cherchant à produire des pôles d'attraction autour desquels s'organiseraient les légions à venir. Lorsque la dispersion inexpliquée des primarques déchira ce schéma initial, le projet ne fut pas abandonné, mais dévié. Les légions furent conçues malgré l'absence de leur pôle directeur, comme des systèmes en attente d'un centre gravitationnel. Des dossiers cryptés évoquent cette période comme un intervalle d'incomplétude structurelle. Les Space Marines existaient déjà, mais leur identité demeurait en suspens, fondée sur un génome partiellement orphelin. On relève, dans les analyses comportementales de cette ère, une certaine monotonie doctrinale, une discipline rigide, mais dépourvue de coloration singulière, comme si les légions se tenaient dans un état de veille, prêtes à être façonnées par une présence encore manquante. L'exil des primarques sur des mondes épars, soumis chacun à des conditions écologiques, culturelles et métaphysiques distinctes, constitua une série d'expériences que nul observateur humain ne put mener de façon consciente, mais que l'histoire enregistra malgré tout dans ses sédiments. Chaque primarque, porteur d'un patrimoine génétique commun mais modulé par des accentuations propres, se vit modelé par son environnement de chute, climat extrême, densité de population, héritage technologique résiduel, pression sociale, degré d'exposition aux perturbations warp. Tout cela contribua à inscrire dans leur psyché des lignes de force spécifiques. Ainsi, lorsque l'empereur les retrouva un à un, il ne recouvra pas les entités théoriques des planches originelles, mais des êtres déjà saturés d'histoire locale, de mythologie régionale, de systèmes éthiques et de traumatismes. Les légions, lors de la rencontre avec leurs primarques, devinrent le miroir où se reflétaient ces histoires. Les registres parlent de reconfiguration rapide, révision des doctrines tactiques, adaptation des insignes, modification des rites internes. De subtiles analyses logistiques montrent une inflexion mesurable des modes d'engagement, des schémas de perte, des durées moyennes de campagne. Dans certains cas, l'impact fut presque immédiat, comme si un moule longtemps vide venait enfin d'être rempli. Dans d'autres, une période de tension silencieuse est perceptible, marquée par des anomalies comportementales, des réajustements successifs, des épisodes de restructuration interne dont les détails furent ultérieurement masqués par les récits apologétiques. La relation entre primarques et légions fut souvent décrite, dans les siècles qui suivirent, en termes presque mystiques. Pourtant, les archives les plus sobres enregistrent aussi des tentatives de quantification. Des comparaisons furent établies entre la présence prolongée d'un primarque et les indicateurs de cohésion interne, de conformité doctrinale, de capacité d'adaptation. De ces bilans se dégage l'idée que le primarque agissait comme un résonateur, amplifiant certaines dispositions latentes déjà inscrites dans le patrimoine génétique de sa légion, tout en y projetant les complexités de sa propre psyché. Ainsi, un même matériel de base, façonné par la main de l'empereur, se trouva diffracté en autant de variantes qu'il existait de pairs retrouvés, donnant naissance à une constellation de cultures martiales distinctes, toutes dérivées, mais jamais identiques. Cette diffraction ne se limita pas au plan strictement matériel. Des notes marginales, rédigées par des observateurs du Librarius, suggèrent que la présence des primarques modifiait aussi l'ambiance noétique des légions. Les rêves des Astartes, consignés dans des relevés cryptés, commencèrent à montrer des motifs récurrents, des symboles partagés propres à chaque lignée. Les réactions aux phénomènes psychiques, aux manifestations du warp, se teintèrent des tonalités propres aux primarques, fascination, défi, rejet, soumission rigide. Les paires génétiques apparaissent ainsi, comme des prismes à travers lesquels les légions apprirent à percevoir l'immatériel, même lorsque leurs dons psychiques individuels demeuraient nuls. Avec le recul offert par les millénaires, la figure du primarque s'est durcie en icône. Les récits liturgiques, les fresques murales,
Les champs de chapitres ont remplacé les rapports cliniques et les relevés de terrain. Pourtant, sous ces couches de vénération fossilisée, survivent encore quelques traces d'une perception plus ambivalente. Certains documents, miraculeusement préservés, laissent deviner des zones de friction. Incompréhension entre les attentes de l'empereur et les interprétations de ses fils, réticence de certains commandements légionnaires face à des inflexions doctrinales jugées trop abruptes, inquiétude devant des choix stratégiques où se mêlaient efficacité martiale et obsession personnelle. Le miroir des primarques ne renvoyait pas seulement une image magnifiée des légions, il y projetait aussi ses distorsions propres, ses angles morts, ses ombres. Lorsque survint l'hérésie, ce miroir se brisa en une multitude d'éclats. Les analyses postérieures, menées avec une prudence quasi superstitieuse, tentèrent de déterminer dans quelle mesure la trahison avait été inscrite dès l'origine, dans le croisement des dispositions génétiques et des trajectoires existentielles. Les évaluations varient, mais toutes convergent vers l'idée que la Légion n'était ni simple victime, ni simple reflet. Elle coproduisit, avec le primarque, la forme finale de son destin. Les Space Marines apprirent, au contact prolongé de leur père génétique, à interpréter l'empereur à travers un filtre singulier, à lire dans sa volonté un message légèrement décalé, adapté aux expériences et aux fêlures du guide qui se tenait devant eux. Là se joua en silence la possibilité du schisme. Après la chute, les chapitres héritiers se retrouvèrent privés de ce miroir direct. Il ne leur resta plus que des reflets secondaires, statues, reliques, transcriptions de discours, fragments de codex attribués aux primarques. Une distance irrévocable s'installa. Les pairs devinrent des mythes régulateurs, des points fixes dans un ciel doctrinal troué par la guerre et le temps. Chaque chapitre apprit à se regarder dans cette image lointaine, à y chercher une confirmation de ses propres pratiques ou une justification à ses dérives silencieuses. Les variations s'accentuèrent à mesure que les interprétations divergeaient, que les lacunes documentaires s'élargissaient, que les silences d'archives étaient comblés par des constructions théologiques. Ainsi, le miroir lointain des primarques n'est plus aujourd'hui un instrument de contrôle, mais un champ de résonance éclaté. Il abrite à la fois la mémoire d'une intention première et les traces de toutes les déformations ultérieures. Chaque chapitre, lorsqu'il consulte ses propres chroniques, entrevoit derrière elle la silhouette de son père, à la fois proche par le sang et infiniment distant par le temps, inaccessible comme un astre mort dont la lumière continue de parvenir jusqu'au vivant. Cette lumière, filtrée par les couches de la Grande Croisade, de l'hérésie et des réformes postérieures, éclaire désormais non seulement les actes des légions, mais la nature même du projet impérial, que certains documents tentèrent un jour de définir sous un autre angle, non plus comme simple conquête ou unification, mais comme une expérience totale, englobant la matière, l'esprit et la trame même de l'histoire. Dans les strates les plus anciennes des dépôts de l'Adeptus Terra, la Grande Croisade n'est pas définie en premier lieu comme une guerre, mais comme un vaste protocole d'expérimentation à l'échelle galactique. Les formulaires initiaux parlent de reconquête, d'unification, de pacification, mais derrière ces termes disciplinés se laissent entrevoir d'autres ambitions, plus diffuses. Chaque monde à atteindre, chaque culture humaine à recenser, chaque rencontre avec l'altérité Xénos fut pensée comme un point de mesure, une donnée à intégrer dans une équation que seul l'empereur semblait en mesure de concevoir dans sa totalité. La croisade s'étend ainsi dans les textes, non comme un simple front, mais comme un réseau de laboratoires, dispersés au travers des myriades d'étoiles, où se teste simultanément l'endurance de la forme astartésienne, la plasticité de l'âme humaine et la portée réelle du credo impérial. Les registres de campagne conservés par les logistes de la flotte dépeignent ce déploiement comme une circulation incessante de chiffres, de rapports et de signaux astropathiques.
À chaque monde soumis venaient s'ajouter des tableaux détaillant densité démographique, ressources exploitables, degré de corruption par des cultes locaux, résistance initiale aux forces de l'empereur, temps nécessaire à la mise en conformité. Ces éléments n'étaient pas de simples bilans, mais les variables d'un calcul en cours, où l'on cherchait à déterminer quelle combinaison de pression militaire, de réformes administratives et de propagande symbolique permettait à la plus rapide stabilisation. La Légion n'était pas seulement l'outil, elle était aussi le capteur, enregistrant dans ses propres pertes, dans ses altérations doctrinales, la réponse du monde conquis à la présence impériale. Sous la surface des opérations, un autre chantier se déployait, celui de la recomposition culturelle. Les protocoles de mise en conformité prévoyaient une gradation de méthodes, allant de la substitution progressive des élites à l'éradication ciblée de structures entières de croyances. Les exemples de compliance, compilés par les services de l'administratum, comparent les effets de la destruction totale d'un panthéon local avec ceux de son intégration sous des appellations rationalisées. Des équipes de remembrance chargées de fixer la mémoire officielle des campagnes agissaient comme une couche supplémentaire d'expérimentation, produisant des récits où l'identité des nouveaux sujets était déjà reformulée selon les catégories impériales. Dans ces textes, l'histoire antérieure des mondes est condensée en quelques lignes, puis recouverte par la narration de leur illumination supposée, comme si le passé lui-même devenait une matière malléable, soumise à l'épreuve de la doctrine. Pour les Astartes, la Grande Croisade constitua un champ d'essai prolongé de leur propre nature. Les apothicaires consignaient avec minutie l'impact des climats extrêmes, des guerres de siège interminables, des assauts orbitaux répétés sur la stabilité de la progénoïde. Les maîtres de chapitre rapportèrent les réponses de leurs guerriers à des doctrines de combat variées, depuis l'assaut foudroyant jusqu'à la guerre d'attrition mécanisée. Chaque théâtre d'opération agissait comme un révélateur de certaines potentialités cachées, ou au contraire comme une limite. Dans les marges de ces rapports, on voit apparaître des notations concernant l'évolution des rites internes, la cristallisation de mythes de fraternité, la façon dont les légions commençaient à se percevoir elles-mêmes, non plus seulement comme des fonctions de l'empereur, mais comme des entités dotées de trajectoires propres. La dimension métaphysique de cette expérience globale se laisse entrevoir dans les archives du Librarius et des ordres psychiques. La navigation dans le warp, l'usage encadré des psycheurs, l'observation des phénomènes immatériels rencontrés sur des mondes isolés furent intégrés à une tentative discrète de cartographie de l'invisible. Des relevés consignent l'incidence des manifestations warp sur le moral des troupes, sur la fréquence des hallucinations collectives, sur la stabilité des chaînes de commandement. Chaque incident psychique, chaque brèche fugace dans le voile de la réalité matérielle devenait une donnée de plus dans la compréhension, toujours incomplète, de l'océan où baignait la croisade entière. Le refus officiel de toute sacralisation n'empêcha pas que ces phénomènes soient traités avec une attention quasi rituelle, comme des symptômes révélant les limites de la raison imposée à l'échelle cosmique. Les forces du Mechanicum, intégrées au vaste mouvement de reconquête, poursuivaient, quant à elles, un autre type d'expérimentation. La redécouverte d'arsenaux oubliés, de complexes industriels automatisés, de fragments de modèles technologiques antiques fut systématiquement consignée, comparée, évaluée. À travers leur propre lexique, mêlant théorèmes logiques et invocations à l'omnimésie, ces prêtres de la machine transformaient chaque monde retrouvé en site d'excavation de la mémoire technologique de l'humanité. Des décisions furent prises, souvent de manière définitive, sur ce qui devait être réintégré dans le corpus admissible et ce qui, jugé trop instable ou trop contaminé par des influences étrangères, serait condamné au silence et à l'ensevelissement. La Grande Croisade apparaît ainsi comme une immense opération de tri, où l'avenir technologique de l'impérium se décida dans le secret de quelques conclaves, bien loin du fracas des armes. Avec l'écoulement des années de conquête, les retombées de cette expérience totale commencèrent à se graver dans la structure même des institutions impériales. Les procédures, qui s'étaient d'abord élaborées au cas par cas, devinrent des normes. Les méthodes de répression jugées efficaces sur certains mondes furent généralisées, parfois sans égard pour les différences de contexte.
Des formes spécifiques de loyauté, nées dans la proximité d'un primarque ou dans l'épreuve partagée de campagnes interminables, furent érigées en modèles doctrinaux, alors même qu'elles reposaient sur des circonstances singulières, impossibles à reproduire. L'empereur, au centre théorique de ce dispositif, se faisait de plus en plus lointain dans la perception quotidienne de ses serviteurs, remplacé par la matrice de procédures, de culture de légion, de routines administratives qui structuraient concrètement la vie de l'impérium naissant. Dans les archives les plus confidentielles, quelques esprits lucides consignèrent avec prudence le constat que toute expérience de cette ampleur engendre ses propres effets secondaires, ses sédiments imprévus. Des mondes officiellement pacifiés manifestaient des résurgences de cultes cryptiques, hybrides de l'ancienne foi et de l'idéologie impériale. Des officiers Astartes, forgés par des années de commandement absolu, développaient des interprétations de plus en plus personnelles de la volonté de Terra. Des alliances tissées dans le vide, entre flottes, entre légions, entre dignitaires du Mechanicum et gouverneurs planétaires, tissaient un maillage de loyauté transversale, échappant partiellement aux schémas de contrôle initiaux. Ces anomalies furent souvent considérées comme marginales, comme les irrégularités inévitables à la surface d'un édifice globalement solide. Pourtant, dans le recul glacé des siècles, ces micro-déviations apparaissent comme autant de cristallisations précoces d'un phénomène plus profond. La Grande Croisade, en cherchant à tout unifier, à tout mesurer, à tout plier à un même principe, avait aussi imprimé dans la psyché de ses artisans un sentiment d'exception permanente, l'idée que leur mission les plaçait au-delà des mesures communes. Ce décalage entre l'exigence absolue et la fragilité réelle des êtres chargés de l'incarner engendra une tension interne, à peine perceptible dans les documents contemporains, mais que les analyses ultérieures identifièrent comme l'un des foyers initiaux de la rupture à venir. Dans les couches inférieures des dossiers de campagne, là où s'accumulent les rapports anodins, se repèrent déjà les premières stries de ces futures fractures, ces lignes où s'incrustent lentement des hérésies qui ne disent pas encore leur nom, et dont les chroniques ultérieures tenteront de démêler l'origine parmi les sédiments multiples de cette expérience totale. Dans les faisceaux les plus obscurs des data scriptoriums, là où les registres de campagne cessent d'être de simples rapports pour prendre l'aspect de confessions anonymes, apparaît la trace diffuse de ce que les archivistes postérieurs nommèrent les hérésies incrustées. Ce terme ne désigne pas seulement les grands gestes de révolte déclarés, mais ces lentes infiltrations de sens, ces glissements presque imperceptibles par lesquels une légion en vient, au fil des décennies, à croire autre chose que ce qui fut d'abord énoncé. Les documents de l'époque de la Grande Croisade n'emploient jamais le mot hérésie. Ils parlent de divergences interprétatives, de particularismes doctrinaux, de révisions pragmatiques. Pourtant, en reconstituant leur succession, on voit se dessiner, couche après couche, l'accumulation d'altérations minuscules qui finirent par fissurer l'édifice de l'obéissance absolue. Les premières strates de cette chronique se trouvent dans les comptes rendus de compliance, où certains commandements légionnaires plaident pour des adaptations locales du message impérial. Sous prétexte d'assurer une stabilisation plus rapide, ils tolèrent la survie de certains symboles anciens, rebaptisés, enveloppés de rhétorique rationaliste. Des cultes guerriers indigènes sont incorporés aux rites de la Légion. Des panthéons déchus sont réduits à de simples métaphores de la volonté impériale. Les scribes de Terra, notant ces accommodements, les classent comme variantes régionales, sans percevoir encore qu'à travers ces compromis se forme une double loyauté, où la foi nouvelle ne remplace pas la précédente, mais vient s'y superposer comme une nouvelle couche de sédiments. Dans les chroniques internes des légions, rédigées par des remembrancés et des officiers cultivés, un autre type d'incrustation apparaît. L'empereur, figure théoriquement rationnelle, y est peu à peu décrit en des termes empruntés à l'imaginaire des mondes rencontrés. Ses décisions deviennent des oracles, ses silences des signes à déchiffrer. Les primarques eux-mêmes, chargés de transmettre une vision purement impériale, traduisent, souvent sans en avoir conscience, cette vision dans le vocabulaire de leur propre histoire de chute et de survie. Ainsi se forment des récits où l'humanité unifiée n'est plus seulement un projet politique,
mais une destinée inscrite dans les astres, une nécessité quasi cosmologique. Ces reformulations, d'abord tolérées comme motifs d'exaltation, ouvrent un espace où peut se loger l'idée que certaines légions comprennent mieux que d'autres le véritable sens de la mission reçue. Les archives du Mechanicum et de l'ordre Psychana témoignent d'une autre forme de dérive, moins visible mais tout aussi profonde. Là où l'empereur exige prudence et méfiance envers le warp, certains technomanciens et bibliothécaires commencent à considérer les phénomènes immatériels comme des ressources exploitables, des expériences de contact contrôlé, de canalisation limitée, sont menées dans des laboratoires isolés, loin des yeux des commandements centraux. Les rapports officiels sont rédigés dans un langage volontairement abstrait, où les entités invoquées deviennent des vecteurs, des forces, des courants. Pourtant, dans les annotations marginales, apparaissent des termes plus ambigus. Présence, interlocuteur, instructeur. Une relation de dépendance subtile se tisse, où l'on en vient à considérer que certaines révélations venues de l'ombre complètent utilement la doctrine impériale, comme si la raison elle-même avait besoin d'un contrepoint obscur pour atteindre sa pleine efficacité. Au sein des légions, la répétition des campagnes produit un autre genre d'incrustation, celle de la mémoire traumatique. Des frères ayant combattu sur des fronts saturés d'horreurs innommables développent des manières propres de signifier l'indicible. Gestes, devises, motifs peints sur l'armure prennent un sens ésotérique, partageable seulement par ceux qui ont traversé les mêmes tempêtes de feu et de folie. La fraternité de bataille se double alors d'une fraternité de l'inavouable, tissant un réseau de signaux intérieurs qui échappent en partie au contrôle de la hiérarchie. Dans ces micro-langages se glissent parfois des éléments hostiles à l'ordre établi, des ironies à peine voilées, des expressions de lassitude, voire de doute. Elles ne sont pas immédiatement perçues comme dangereuses, car elles demeurent confinées à l'espace clos des escouades, des compagnies, mais elles constituent un humus fertile pour des remises en question plus radicales lorsque la pression se fait plus forte. Les statistiques conservées par l'administratum sur les incidents disciplinaires montrent une lente montée de phénomènes classés sous des rubriques vagues: non-conformité rituelle, affirmation identitaire exacerbée, interprétation extensive des ordres. Dans certaines légions, l'usage de symboles secondaires, de couleurs supplémentaires, de devises non homologuées prend de l'ampleur. Ce qui n'était au départ qu'un moyen de distinguer des vétérans ou des unités d'élite devient l'expression visuelle d'une conscience de soi distincte, voire concurrente, vis-à-vis de la masse impériale. Plusieurs recommandations invitant à resserrer les contrôles héraldiques restent lettres mortes, absorbées par le flux incessant des affaires courantes. À la veille de l'hérésie, ces couches d'hétérodoxie, de mémoire et de symbolisme forment un palimpseste dont plus personne ne maîtrise la totalité. Chaque légion porte en elle un réseau dense de récits internes, de justifications, de pratiques qui permettent à des décisions de rupture de trouver un écho favorable ou, au contraire, de rencontrer une résistance inattendue. Lorsque certains primarques commencent à réécrire ouvertement le sens de l'œuvre impériale, ils ne parlent pas dans le vide. Leurs paroles s'ancrent dans ces sédiments accumulés, réveillant des intuitions anciennes, des ressentiments enfouis, des fidélités parallèles. Après la déflagration de la guerre civile, l'impérium tenta d'ériger une ligne claire entre l'orthodoxie et la faute. Des listes furent dressées, des décrets proclamés, des sentences de damnatio memoriae prononcées. Pourtant, les hérésies incrustées ne se laissent pas réduire à des noms ou à des actes spectaculaires. Elles avèrent déjà infusé les structures, les rites, les lexiques. Beaucoup survécurent sous des formes atténuées, déguisées, intégrées aux nouvelles normes sans que leur origine soit encore reconnue. Les archivistes les plus consciencieux, confrontés à des incohérences, à des vestiges doctrinaux dont plus personne ne pouvait expliquer la source, notèrent sobrement la présence de strates antérieures, comme des fossiles pris au piège dans la pierre de la nouvelle orthodoxie. C'est alors que commença une autre opération, plus lente et plus silencieuse, visant non plus à réprimer seulement les hérésies déclarées, mais à figer,
dans les glaces de l'oubli administré, les traces mêmes de leur genèse. Des noms furent retranchés, des campagnes renommées, des chapitres de chroniques amputés. Ce processus, sous couvert de protection de la foi impériale, inaugura une nouvelle ère d'opacité, où certains fragments d'histoire furent placés en stasis, soustraits au cours du temps vivant, pour ne subsister plus que comme des noms effacés dans les registres, coulés dans une immobilité qui, loin de dissiper les ombres, leur donna une densité nouvelle. Dans les cryptes silencieuses, où l'administratum conserve ses dossiers les plus dangereux, existent des cellules de données vouées non à informer, mais à effacer. Elles ne renferment pas les faits, mais les vides savamment taillés autour d'eux, les marges où les noms furent retranchés, de la mémoire impériale avec une précision presque chirurgicale. Ces archives ne sont consultées que lors de révisions dogmatiques majeures, car leur simple existence rappelle que l'impérium a dû, à plusieurs reprises, procéder à une amputation de sa propre histoire pour se maintenir cohérent. Les premiers enregistrements de stasis mémorielle datent des dernières années de la Grande Croisade, lorsque certaines campagnes produisirent des résultats jugés incompatibles avec la narration officielle de l'unification. Des mondes furent soumis avec un zèle qui frôlait l'extermination totale. Des légions y marquèrent leurs armures de symboles que nul décret ne validait. Des alliances temporaires furent conclues avec des forces dont la nature demeurait équivoque. Les rapports initiaux consignèrent ces anomalies avec une certaine franchise, comme on note les complications d'une opération encore en cours. Puis, au moment où l'hérésie commença à se dessiner, des ordres vinrent de plus haut. Certaines lignes devaient être relues, d'autres recopiées, d'autres encore plongées dans une stasis de données, inaccessible sans autorisation triple. La stasis des noms effacés ne consistait pas seulement à supprimer, mais à suspendre. Des matrices entières de registres étaient encapsulées dans des champs de préservation temporelle, leurs supports physiques isolés dans des coffres scellés, leurs équivalents numériques réécrits en boucles fermées que nul système courant ne pouvait décrypter. Ainsi, l'impérium évitait la destruction pure, toujours risquée, et créait plutôt des poches de silence autorisées, des zones mortes au sein même de sa mémoire. Ce qui avait été vu, demeurait techniquement conservé, mais placé hors d'atteinte, comme si l'on avait décidé que certaines vérités ne devaient plus participer au présent, tout en étant jugées trop lourdes pour être entièrement niées. La plupart de ces enregistrements concernent des noms, non des événements. Noms de primarques employés dans un contexte jugé ultérieurement compromettant, noms de légions associés à des pratiques désormais réprouvées, noms de commandants dont la trajectoire s'écarta trop visiblement de la ligne tracée par Terra. Les campagnes demeuraient, les dates persistaient, les lieux étaient toujours répertoriés, mais les acteurs principaux disparaissaient, remplacés par des désignations anonymes, des formulations impersonnelles où le sujet s'effaçait derrière la fonction. Cette substitution produisit un glissement progressif. Là où l'on avait jadis attribué les victoires et les échecs à des volontés discernables, à des figures responsables, on en vint à parler de la Légion en bloc, de l'impérium comme d'une entité sans visage, d'un destin collectif sans origine précise. Pour les chapitres descendants, la trace de ces effacements se manifeste sous forme de discontinuité étrange. Dans un rouleau de bataille, une compagnie est mentionnée avec faste, puis cesse d'apparaître sans qu'aucune mention de sa perte ne soit consignée. Dans un codex de rites, un passage fait allusion à un serment ancien dont les protagonistes ne sont plus nommés, comme si leur identité avait été retirée, tandis que la structure rituelle demeurait, vidée de ses porteurs. Les archivistes de chapitres, confrontés à ces lacunes, parlent parfois de pertes matérielles, de corruption de données. Mais certains, plus lucides ou plus inquiets, discernent derrière ces vides la forme d'une volonté ancienne, venue d'au-dessus d'eux, qui choisit autrefois ce qui serait retenu et ce qui serait plongé dans la nuit contrôlée de la stasis. Avec les millénaires, une ironie silencieuse s'est imposée. Les noms officiellement effacés continuent de circuler sous des formes altérées, dans des légendes de couloirs, des cantilènes de cerfs, des motifs picturaux dont le sens exact n'est plus compris. Des statues sans inscription, au visage volontairement érodé, trônent encore dans certaines galeries de forteresses monastères.
et les novices apprennent à détourner le regard en leur présence, non par instruction explicite, mais par un réflexe transmis de génération en génération. La stasis des noms effacés a, paradoxalement, donné à ces figures une densité nouvelle. Privées de biographie, elles sont devenues des ombres structurantes, des vides autour desquels s'enroule la mémoire permise. Dans certains dépôts oubliés, il arrive encore que l'on découvre, sous des couches de scellement rituel, un fragment non parfaitement étouffé de ces archives en suspens, un nom à demi lisible, une filiation entrevue, une campagne réapparaissant avec ses acteurs rendus à la lumière froide des chiffres. Mais ces résurgences, loin de combler les fractures, ne font souvent que souligner l'ampleur de ce qui demeure encore figé, suggérant qu'au-delà de ces quelques fissures contrôlées, s'étend un domaine immense d'histoires scellées, dont les contours restent inaccessibles, et qui attend, peut-être, d'autres gestes d'exhumation pour se laisser à nouveau inscrire dans le flux discontinu de la mémoire impériale. Dans les registres iconographiques des légions, les premiers relevés d'héraldie se présentent comme des schémas simples, des aplats de couleurs soigneusement codifiés, destinés à distinguer les formations au milieu de la poussière et des fumées de campagne. Pourtant, à mesure que s'allongent les listes de campagne, ces marqueurs rationnels se chargent de couches supplémentaires, de signes ajoutés, déplacés, partiellement effacés, jusqu'à former une surface où chaque centimètre de céramite devient le support d'une mémoire condensée. L'armure n'est plus seulement une protection, mais une page où la Légion écrit, en pigments, en gravures et en inserts métalliques, l'histoire de ses blessures. Les premiers codex de marquage prescrivent une stricte uniformité. Couleurs définies, symboles primaires invariables, variations tolérées seulement pour indiquer fonction ou grade. Pourtant, les annotations marginales signalent rapidement des écarts jugés mineurs. Un signe personnel commémorant la survie à une campagne, bande de couleurs ajoutées pour rappeler la destruction d'un monde, microsymboles gravés près des sceaux de pureté. Ces ajouts ne sont pas immédiatement interprétés comme des ruptures, mais comme de simples moyens de fixer l'invisible, de donner une forme stable à ce qui, autrement, se dissoudrait dans la masse anonyme des ordres reçus et exécutés. Au fil des décennies, chaque légion développe un lexique de marques complémentaires. Les éclats de peinture écaillés, loin d'être corrigés, sont parfois cerclés de traits fins, figés dans l'état exact où un impact les a laissés, comme si l'armure devait garder la trace de ce moment précis, où la mort fut évitée de peu. Des fragments d'armure ennemie sont sertis sur les plates pectorales, des ossements calcifiés intégrés aux épaulières, non comme trophées ostentatoires, mais comme éléments d'une grammaire visuelle dont les significations ne sont compréhensibles qu'aux initiés. La surface du guerrier devient un palimpseste, où chaque ajout prend place sans que rien ne soit entièrement effacé. Les chapelains et les maîtres de forge, conscients du potentiel dissolvant de cette prolifération de signes, tentent de la canaliser. Ils rédigent des rubriques précisant quels marquages peuvent être officialisés, quelles victoires méritent un symbole propre, quelles campagnes doivent rester muettes. Malgré cela, la pratique déborde constamment le cadre. Des motifs proscrits reviennent sous forme de variations infimes, de distorsions à peine discernables. Un crâne stylisé se dote d'une légère asymétrie. Une goutte de sang n'obéit plus tout à fait aux proportions fixées. Dans ces micro-déviations s'exprime une résistance silencieuse, un refus de voir la totalité de l'expérience guerrière réduite à des schémas consacrés. Les héraldies collectives des légions, vues à grande échelle, apparaissent alors comme des cartes topographiques des traumatismes accumulés. Là où les rapports administratifs parlent de pertes, de succès, de redéploiement, les armures racontent une autre histoire, faite de compagnies anéanties dont ne subsiste qu'un symbole repris par les survivants, de villes tombées dont les plans stylisés ornent désormais les genouillères, de mondes vitrifiés réduits à un simple cercle noir tracé sur le plastron. Chaque nouvelle campagne ajoute une strate, non seulement sur les plaques de céramite, mais dans l'esprit de ceux qui les portent, habitués à lire dans ces signes un récit parallèle aux chroniques officielles. Quand éclate l'hérésie, ces cicatrices héraldiques deviennent des marqueurs de fractures.
certaines légions biffent leurs anciens symboles d'un trait brutal, recouvrent leurs couleurs ancestrales de teintes nouvelles, comme si un acte de réécriture immédiate pouvait suffire à trancher les liens avec le passé loyaliste. D'autres, au contraire, conservent leurs insignes d'origine tout en modifiant subtilement leur contexte. Un symbole autrefois adressé à l'empereur se voit désormais réorienté, dans les sermons internes, vers une autre figure de référence. Les archives picturales montrent des armures où les anciennes marques demeurent visibles sous les couches récentes, laissant deviner que la rupture n'a jamais été totalement propre. Après la guerre civile, la Seconde Fondation et le démantèlement des légions imposent de nouvelles règles. Les chapitres héritiers reçoivent des chartes héraldiques strictement encadrées, où chaque couleur, chaque motif est justifié par un passage de texte, par une sentence doctrinale. Officiellement, les anciennes variations doivent disparaître, dissoutes dans cette refonte. Pourtant, au sein des ateliers de rechappage, les artisans conservent parfois des panneaux entiers d'armures marqués d'anciens combats, refusant de les poncer entièrement. Sous la peinture fraîche, des reliefs quasi imperceptibles subsistent, témoignant de symboles antérieurs recouverts mais non annihilés. Dans les forteresses des chapitres, des salles entières sont consacrées aux armures retirées du service. Elles y sont suspendues, fragmentaires, parfois percées, parfois encore imprégnées de résidus de sels minéraux, issus de mondes depuis longtemps perdus. Pour les initiés, ces salles composent un atlas silencieux. En suivant les successions de marquages, on peut reconstituer les migrations d'une compagnie, la lente mutation de ses croyances implicites, les points de basculement où un motif autrefois discret devient central. Les novices apprennent à parcourir ces alignements comme on lirait un texte ancien, chaque plaque d'épaule, chaque brassard devenant un paragraphe d'un récit dont la cohérence globale ne se laisse jamais totalement saisir. Au bout des millénaires, l'héraldie astartésienne ressemble moins à un système de signes ordonnés qu'à un réseau de cicatrices superposées. Les couleurs officielles demeurent, les emblèmes prescrits persistent, mais ils sont traversés par des réminiscences plus anciennes, par des marques d'événements dont le sens s'est en partie perdu. Certaines unités entretiennent encore des motifs dont l'origine se rattache à des légions renégates, mais dont le signifié a été reconfiguré par des siècles de relecture. Ainsi, chaque guerrier porte sur lui un fragment de cette histoire fracturée, une surface où le temps n'a jamais vraiment cessé de s'inscrire, faisant de l'armure non un masque, mais la peau seconde où se gravent, indéfiniment, les traces visibles et invisibles de la destinée astartésienne. Dans les profondeurs silencieuses des forteresses monastères, là où la lumière filtrée par les encensoirs se mêle à l'odeur âcre des huiles sacrées, se déploie une liturgie qui ne figure que rarement dans les chroniques de campagne. Elle concerne le corps même des Astartes, non seulement tant qu'il vit, mais surtout lorsqu'il s'approche de la limite de sa résistance. L'os et l'acier y sont traités comme deux états d'une même matière, deux modalités successives d'un service impérial qui ne cesse pas avec la dégradation de la chair. Les registres internes parlent de translatio, de passage, comme si la mort du guerrier n'était qu'une translation de support, un déplacement du serment depuis la biologie vers la machinerie sanctifiée. Les salles d'ossuaires constituent le premier niveau de ces rituels. Chaque légion y conserve les reliques fragmentées de ses morts, non pas sous forme de corps entiers, mais de pièces sélectionnées avec soin, phalanges, fragments de vertèbres, éclats de crâne. Ces os, purifiés par des bains de composés alchimiques et par des litanies d'exorcisme, sont ensuite inhumés dans des matrices métalliques, enchâssés dans les murs des chapelles, soudés aux crosses des boltères, fixés sur les pommeaux des épées tronçonneuses. Le guerrier vivant porte ainsi, sur ses armes et son armure, des traces calcifiées de ses prédécesseurs, comme si chaque geste de combat mobilisait une chaîne invisible de présence antérieure. Les rapports des chapelains décrivent ces pratiques en termes de continuité, de circulation de la fidélité, plutôt que de culte des morts, mais la frontière demeure subtile. Dans les ateliers des maîtres de forge, un autre niveau de ritualisation concerne l'acier lui-même. Avant d'être intégré à une armure ou à une arme,
le métal subit une série d'examens purement techniques. Analyse de densité, test de résistance, contrôle de pureté selon les schémas du Mechanicus. Une fois ces étapes accomplies, commence une seconde phase, plus discrète, où le matériau est exposé à des reliques osseuses, à des sceaux de pureté, à des enregistrements de litanie. Certaines chartes techniques mentionnent, à demi-mot, la pratique consistant à incorporer des poussières d'os dans la composition de certains alliages, comme si la présence infinitésimale de matière humaine déjà vouée à l'empereur devait conférer à l'acier une orientation métaphysique particulière. Ces allusions restent rares et souvent voilées, mais suffisent à montrer que, pour l'Astarte, la distinction entre matière inerte et relique consacrée n'est jamais totalement nette. Lorsque vient le moment où un guerrier, trop grièvement blessé pour poursuivre le combat en tant que simple porteur d'armure, est jugé digne d'être transféré dans un sarcophage de marcheurs vénérables, les rituels atteignent leur point de cristallisation maximale. Les rapports médicaux décrivent dans des procédures de connexion neuronale, de stabilisation organique, de mise en sommeil contrôlé. Parallèlement, les manuscrits des chapelains détaillant la séquence de prières, de scellés, d'onctions qui accompagnent chaque étape. L'os affaibli du vétéran, promis à la dissolution, est enfermé dans une châsse de métal épais, relié à des fibres de transmission et à des servomoteurs, comme si l'on greffait un squelette mourant à un squelette mécanique plus vaste, apte à prolonger encore sa capacité de servir. Les inscriptions gravées sur ces sarcophages parlent de veille prolongée, de garde éternelle, indiquant que l'état de semi-rêve dans lequel sont maintenus ces anciens frères est perçu comme une extension et non comme une réduction de leurs devoirs. Certains textes techniques, rarement recopiés, mentionnent les effets secondaires de ces longues cohabitations entre l'esprit et l'acier. Ils signalent à des phénomènes de rémanence, de boucles mémorielles, où le vétéran, pris entre ses souvenirs incarnés et sa nouvelle perception filtrée par les capteurs, développe une temporalité particulière, faite de strates superposées. Les chapelains parlent alors de vigilance profonde, de contemplation guerrière, comme si les souffrances anciennes, ancrées dans l'os enfermé, se trouvaient reflétées à l'infini dans les parois internes du sarcophage. L'architecture même de ces machines, avec leur surface gravée de noms, de campagnes, de symboles, agit comme un écho matériel de cette mémoire saturée. En deçà de ces cas extrêmes, la vie quotidienne des compagnies est rythmée par des rituels plus modestes, mais tout aussi significatifs. Avant chaque déploiement, des fragments d'os réduits en poudre sont parfois dispersés dans les huiles de bénédiction, appliquées aux articulations d'armure, liant symboliquement les mouvements futurs aux pas des anciens. Après les conflits, les techniciens guerriers récoltent les restes retrouvés sur le champ de bataille, les triant selon des critères à la fois anatomiques et liturgiques. Rien, ou presque, n'est abandonné à la décomposition brute. Même les éclats microscopiques, mêlés à la terre vitrifiée ou aux décombres métalliques, peuvent être recueillis, incorporés à des reliquaires de poussière qu'on dépose dans les sanctuaires internes des vaisseaux. Avec les siècles, cette imbrication de l'os et de l'acier produit un effet profond sur la perception que les Astartes ont d'eux-mêmes. Ils ne se conçoivent plus comme des individus isolés, mais comme des segments d'une chaîne matérielle continue, où chaque plaque d'armure, chaque arme, chaque marcheur renferme des traces physiques de ceux qui les ont précédés. L'acier béni devient une forme de sédimentation, une mémoire compacte, où les couches se superposent sans jamais se dissoudre. Dans les rares moments de repos, certains vétérans parcourent du regard les inscriptions et les incrustations de leurs propres équipements, lisant dans ces marques non une glorification personnelle, mais l'indice qu'ils sont, eux aussi, en voie de devenir, à terme, fragments d'os enchâssés, particules d'une mémoire que d'autres porteront, longtemps après que leur nom aura été, peut-être, effacé des registres. Dans les salles froides où les apothicaires veillent sur les glandes progénoïdes en stase, la fracture des légions ne se laisse pas d'abord saisir par des manifestes ou des proclamations, mais par des écarts minuscules dans la continuité du patrimoine vivant.
Les plus anciens traités décrivant ces organes matriciels parlent de pure fonction, d'extraction, d'implantation, de contrôle de pureté. Pourtant, dans les annexes rédigées à la fin de la Grande Croisade, apparaissent des annotations plus inquiètes, signalant des variations récurrentes propres à certaines lignées, des dérives qui ne peuvent plus être imputées seulement aux environnements hostiles ou aux conditions de campagne. Les glandes progénoïdes, conçues comme vecteurs d'une reproduction fidèle, deviennent peu à peu des sédiments où se déposent les infimes modifications doctrinales et psychologiques des légions. Chaque génération transmet, avec son sang, la mémoire chimique de ses guerres, de ses expositions au warp, de ses rites internes. Des anomalies comportementales, d'abord observées chez des vétérans marqués par des campagnes extrêmes, se retrouvent chez des néophytes qui n'ont jamais quitté leur monde de recrutement. Les mêmes propensions à la ferveur exacerbée, à la froide introspection ou à la fureur ritualisée réapparaissent, comme si le gène lui-même avait commencé à conserver autre chose que de simples instructions physiologiques. Quelques dossiers, rescapés des purges ultérieures, décrivent des tentatives de correction. Des échantillons récents sont comparés à des matrices plus anciennes, jugées plus fiables. On cherche à recalibrer certaines lignées en réinjectant ces modèles antérieurs. Les résultats restent partiels. La physiologie se stabilise parfois, mais les comportements associés ne reviennent pas aisément en arrière. Des frères issus de ces ajustements manifestent des réactions de décalage, comme s'ils portaient deux strates génétiques légèrement dissonantes. Les rapports parlent, avec une pudeur technique, de syndrome d'inadéquation, de difficultés d'intégration rituelle, laissant entendre sans le dire que la Légion a cessé d'être un bloc homogène. Lorsque la trahison éclate, les schismes gravés dans le gène apparaissent, rétrospectivement, comme des prémices. Les légions qui basculent découvrent que leur patrimoine modifié répond avec une facilité troublante aux sollicitations du warp, comme si des seuils avaient été abaissés longtemps avant les serments de reniement. À l'inverse, certaines forces demeurées loyales opposent aux mêmes influences une résistance presque violente, au prix de tensions internes, de rigidité mentale et corporelle qui laisseront des séquelles durables. Dans tous les cas, la décision consciente ne suffit plus à expliquer les trajectoires. Elle se superpose à un fond de détermination inscrite dans la chair. Après la guerre civile, la grande entreprise de la seconde fondation s'accompagne d'une réorganisation génétique systématique. Les stocks de progénoïdes des légions renégates sont détruits ou enfermés dans des cryptes inaccessibles. Ceux des légions restées fidèles sont divisés, redistribués, fragmentés entre une multitude de chapitres destinés à briser les concentrations de pouvoir. Officiellement, il s'agit de prévenir la répétition des anciennes dérives. Les dossiers techniques laissent percevoir une autre intention, diluer les anomalies héritées, répartir sur la surface immense de l'impérium des tensions, autrefois rassemblées en quelques foyers. Mais la plasticité même du gène astartésien rend l'entreprise incomplète. Des traits jugés éteints ressurgissent après des siècles dans certains chapitres descendants. Des particularités physiologiques réapparaissent sous des formes atténuées ou brusquement exacerbées. Des inspections, des audits génétiques, des révisions de chartes sont ordonnées. Pourtant, derrière ces gestes de contrôle, une même constatation implicite affleure. Ce qui fut une fois inscrit dans le gène ne s'abolit pas. Il peut être enfoui, recouvert par d'autres couches, mais demeure en puissance, attendant un contexte favorable pour refaire surface. Ainsi persistent, sous la croûte de l'orthodoxie proclamée, des lignes de failles immobiles. Dans les archives biologiques de chaque chapitre, des zones d'opacité et des anomalies statistiquement infimes portent encore l'onde de choc de l'hérésie, propagée non seulement par les récits et les dogmes, mais par la texture même du sang. La vigilance génétique devient une forme de veille métaphysique, un effort ininterrompu pour contenir, derrière le masque fragile de la pureté revendiquée, les fractures anciennes que le temps n'a jamais vraiment refermées. Après que la guerre civile eut lacéré l'ordre ancien, la refonte des légions en chapitres fut présentée dans les décrets impériaux comme une mesure de prudence administrative
un simple redécoupage de force pour éviter que ne se reproduise la concentration démesurée de pouvoir qui avait permis la trahison. Pourtant, les archives internes montrent qu'il s'agissait d'un acte plus radical, une fragmentation délibérée de la mémoire astartésienne, une tentative de briser la continuité organique des légions pour la remplacer par une myriade de lignées mineures, chacune confinée dans une portion réduite d'espace et de signification. Les textes attribués à Robut-Guilliman, figés dans le Codex Astartes, prescrivent le nombre approximatif de guerriers, l'organisation en compagnie, la division des réserves de véhicules et de vaisseaux. Mais entre les lignes se devine une autre opération, moins visible, qui consiste à dissoudre les grandes narrations collectives dans des histoires serrées, localisées, plus aisément surveillables. Les anciens noyaux de commandement furent démantelés, leurs officiers redistribués entre des formations nouvelles, parfois détachés de toute référence directe à leur monde d'origine. Des vaisseaux qui avaient porté les couleurs d'une même légion pendant des siècles furent repeints, rebaptisés, leurs loges réaménagées pour correspondre à des chartes héraldiques inédites. Dans les dépôts de données, les rouleaux de bataille furent recopiés, sectionnés, assignés à des archives séparées. Les campagnes autrefois citées comme triomphes d'une légion entière se virent réattribuées à tel ou tel chapitre naissant, comme si la continuité qui allait de Terra au front le plus lointain devait désormais être interrompue par des coupures contrôlées. Pour les Astartes eux-mêmes, cette dispersion prit la forme d'une translation identitaire. Des frères qui se percevaient comme fragments d'un vaste organisme se retrouvèrent déclarés fondateurs d'ensembles restreints, gardiens d'un patrimoine amputé. Les rites durent être recomposés, les litanies réécrites pour ne retenir qu'une sélection de campagnes et de figures. Des pans entiers de l'expérience légionnaire, jugés trop ambigus ou trop chargés de références à des primarques tombés, furent laissés en suspens, remplacés par des formules plus abstraites de loyauté envers l'empereur et l'impérium indivisible. Dans cette opération, ce ne fut pas seulement la force brute qui se trouva divisée, mais l'épaisseur temporelle de chaque lignée, désormais contrainte de se penser comme chapitre, c'est-à-dire comme fragment assumé d'un ensemble qu'elle ne pouvait plus contempler dans son intégralité, sinon à travers des échos affaiblis transitant par les cultes de la mémoire au sein des forteresses monastères. Au cœur des forteresses monastères, là où la pierre fusionne avec la carcasse de vaisseaux anciens, se développèrent après la dispersion en chapitres des cultes de la mémoire qui échappaient partiellement au regard de Terra. Les salles d'archives, les oratoires secondaires, les cloîtres intérieurs devinrent des bassins de rétention pour ce qui ne pouvait plus être dit ouvertement de l'époque des légions. Des chapelains, des archivistes et quelques maîtres de forge y assumèrent la charge silencieuse de trier les traces, de décider quelle campagne, quel nom, quel symbole seraient admis à la surface du récit, et lesquels resteraient confinés dans des rouleaux scellés, des reliquaires clos, des fresques à demi effacées au fond des cryptes. Dans ces lieux, la liturgie officielle se doublait d'un rituel discret d'omission contrôlée. Les homélies publiques énuméraient des hauts faits recomposés selon les canons du Codex Astartes, purgés de toute allusion trop directe aux primarques déchus, au monde perdu, aux alliances ambiguës. Mais, à des heures déterminées, en présence seulement de vétérans triés, les mêmes chapelains reprenaient parfois les récits sous une forme plus dense, ponctuée de silences, de gestes codés, d'objets placés avec précision sur l'autel. Là où les mots se taisaient, la disposition des bannières, l'usage d'une couleur archaïque, la mise en avant d'une relique d'origine incertaine suffisaient à signaler qu'un pan plus sombre de l'histoire persistait derrière la surface autorisée. Peu à peu, chaque forteresse monastère devint un organisme mémoriel, dont l'architecture elle-même servait de carte. Les niveaux supérieurs abritaient les chroniques expurgées, aisément consultables. Plus bas, derrière des portes assermentées, se trouvaient les dépôts où l'on conservait les versions anciennes, parfois contradictoires, des mêmes événements. Des ordres internes, rarement nommés, veillaient à la concordance minimale entre ces couches, corrigeant certaines dissonances trop flagrantes, mais laissant subsister des écarts comme autant de failles assumées. Les frères admis à ces sanctuaires apprenaient à porter en eux deux régimes de mémoire,
l'un proféré, l'autre retenu, dont la cohabitation pesait sur leur jugement comme un lest invisible. Avec la multiplication des siècles, ces cultes façonnèrent la physionomie morale des chapitres. Ceux dont les archives soulignaient surtout la fidélité ininterrompue au serment originel développèrent une intransigeance presque minérale, interprétant chaque nouvelle croisade à la lumière d'un passé qu'ils jugeaient intact. D'autres, dont les cryptes recelèvent le souvenir de divisions internes, de repentirs tardifs, adoptèrent une attitude plus prudente, marquée par une défiance instinctive envers les enthousiasmes doctrinaux. Dans tous les cas, la forteresse monastère cessa d'être seulement un arsenal et un lieu de retraite. Elle devint un réacteur de temps condensé, où la survie des Astartes dépendait autant de la sélection méticuleuse de ce qui devait être transmis que des armes qu'ils entretenaient pour les guerres à venir. Dans les arsenaux les plus anciens de l'Imperium, derrière les rangées disciplinées de bolters codifiés par le Mechanicus, subsistent des fragments d'armement dont l'origine exacte s'est dissoute dans l'empilement des règnes et des guerres. Ces pièces, rarement tirées de leur stase, sont enregistrées sous des désignations génériques, vidées de leurs épithètes premières, comme si l'on avait sectionné le fil qui les reliait à un contexte perdu. Pourtant, leur surface marquée de chocs, de brûlures et de microgravures conserve la trace de formes de combat que les traités contemporains ne mentionnent plus qu'en notes marginales. Les registres de certains chapitres signalent, sous des clauses de restriction, des armes dites héritées, conservées non pour leur utilité, souvent dépassées, mais parce qu'elles concentrent des sédiments d'histoire trop denses pour être refondues. Canons rayés selon des spirales non conformes, matrices énergétiques accordées à des fréquences abandonnées, systèmes de recul adaptés à des morphologies différentes, témoignent des époques légionnaires, voire de phases antérieures de l'humanité armée. Nombre de ces artefacts furent associés à des théâtres particuliers, où gravité, atmosphère et résistance des matériaux exigeaient des réponses techniques spécifiques. Avec la disparition de ces mondes, l'arme se trouva orpheline de son environnement, réduite à un vestige dont le sens ne peut plus être pleinement reconstruit. Les techno-archéologues autorisés à examiner ces reliques notent que certaines conservent des résidus de signatures balistiques ou énergétiques propres, reconnaissables dans les couches profondes de cibles fossilisées. Des murs vitrifiés, des coques brisées, des machines xénos inertes portent encore l'empreinte de trajectoires aujourd'hui impossibles à reproduire. L'étude de ces cicatrices matérielles, confrontées aux armes survivantes, permet parfois de reconstituer des lignées technologiques effacées des archives, révélant des périodes d'expérimentation où l'Astarte servait de creuset à des doctrines concurrentes, ultérieurement normalisées ou condamnées. Dans les salles de trophées, quelques chapitres conservent des armes dont ils ont renoncé à se servir, non par obsolescence, mais par surcharge symbolique. Elles sont liées à des serments rompus, à des campagnes dont l'issue fut entachée de repentir. Les inscriptions originelles ont été limées, recouvertes de sceaux, mais sous les couches de laiton demeurent des noms effacés, des devises à demi lisibles. Pour certains frères, manier ces artefacts reviendrait à réactiver des lignes de force anciennes, à rouvrir des fractures que les siècles n'ont fait que recouvrir. Ils les laissent suspendus, inertes, comme témoins silencieux d'une puissance que l'Imperium a choisi de ne plus invoquer directement. Il arrive pourtant, lors de sièges prolongés ou de croisades désespérées, que ces stases soient rompues. Des armes non alignées sur les schémas actuels sont alors réveillées, confiées à des vétérans capables de porter la charge supplémentaire d'une mémoire qui n'est pas la leur. Lorsqu'elles tonnent à nouveau, les relevés montrent des signatures anachroniques, des échos qui rappellent fugitivement des batailles révolues, puis elles sont rendues au silence, nettoyées avec une minutie funéraire et replacées dans leur berce scellée. Dans les archives les plus reculées de l'Adeptus Astartes, certains rouleaux ne détaillent ni effectifs ni itinéraires de croisade, mais tentent de décrire les flux invisibles qui parcourent les fraternités de bataille. Ces textes anonymes, dissimulés dans des annexes sans cote, mêlent observations cliniques, notes liturgiques et hypothèses prudentes. Ils partent d'un constat simple, soumis aux mêmes implants, aux mêmes dogmes,
aux mêmes conditions de combat, des groupes d'Astartes finissent pourtant par développer, collectivement, une manière singulière de percevoir l'ennemi, de recevoir les ordres, de comprendre le sacrifice. Ce style partagé survit parfois au remplacement complet des effectifs, comme si l'escouade possédait une trajectoire propre, légèrement distincte de la somme de ses membres. Les premières esquisses de cette psychohistoire datent de la fin de la Grande Croisade. Des maîtres de chapitre remarquent que certaines compagnies, projetées sur des théâtres inconnus, réagissent selon des schémas prévisibles déjà observés ailleurs. On en vient à parler de tempérament de compagnie, de biais doctrinal implicite, de préférence instinctive pour telle forme d'engagement. Les Libari qui compilent ces données comparent ces unités à des courants sous-marins, assez puissants pour infléchir les décisions prises en surface. Lorsque la guerre civile éclate, ces notes prennent une importance nouvelle. Les enquêteurs mandatés par Terra cherchent à comprendre pourquoi, au sein d'une même légion, certaines fraternités ont suivi le primarque renégat sans hésitation, tandis que d'autres se sont figées. Les rapports évoquent l'empilement de micro-décisions, de récits internes, qui a peu modifié la hiérarchie des fidélités. Ici, la répétition de serments collectifs autour de l'effigie du Père a rendu toute divergence impensable. Là, l'accent mis sur la responsabilité individuelle a entretenu un espace intérieur où une objection pouvait naître, si ténue soit-elle. Après l'hérésie et la dispersion en chapitres, la psychohistoire devient plus discrète, mais ne disparaît pas. Certains archivistes croisent statistiques de pertes, choix tactiques et évolution héraldique, dressant des cartes temporelles où l'on voit des compagnies glisser, génération après génération, d'une audace extrême vers une prudence calculée, ou l'inverse. Dans les cryptes de quelques forteresses monastères, ces diagrammes sont consultés comme des instruments de prévision, non pour contraindre l'avenir, mais pour discerner quelles fraternités risquent de céder à l'orgueil, quelles autres au découragement. Au fil des millénaires, ces études incomplètes suggèrent que le destin d'un chapitre ne se joue pas seulement dans la pureté de son gène ou dans la clarté de ses ordres, mais aussi dans ses sédiments d'habitudes, de récits et de réflexes qui s'agglutinent dans les fraternités de bataille. Celles-ci deviennent des matrices de comportement, des moules silencieux où viennent se couler les recrues successives. Ainsi, derrière chaque ordre transmis dans le vacarme d'un assaut, se tient la somme invisible de toute une histoire accumulée, encore active, dans les gestes de ceux qui se croient neufs. Au terme de chaque campagne, quand les moteurs des croiseurs se taisent et que les rapports de perte ont été scellés dans les alcôves de données, demeure une zone que nul formulaire ne parvient à combler. C'est là que prennent place les épilogues inachevés du devoir éternel, ces séquences ultimes où le geste du Space Marine s'interrompt avant d'atteindre une véritable conclusion. Les chroniques officielles s'achèvent sur des formules de victoire ou de retraite ordonnée, mais les archives plus intimes témoignent d'une autre forme de terminaison, diffuse, disséminée, où la guerre ne cesse pas vraiment, se contentant de changer de support, de langue et de rythme. Les rouleaux de certains chapitres conservent des listes de noms suivis de mentions laconiques. Présumés disparus, non récupérés, statut suspendu. Pour l'administratum, ces notations équivalent à une clôture. Pourtant, pour les frères qui survivent, elles n'ont rien d'un point final. Des fragments d'armure retrouvés des décennies plus tard, des transmissions déformées captées au bord du silence astropathique, des récits rapportés par des populations à demi évacuées entretiennent l'idée que le service de ces absents se poursuit quelque part, dans une zone grise du temps impérial. Ces figures deviennent des vecteurs d'inachèvement, rappel constant que le devoir ne se résout ni dans la mort constatée, ni dans le retour accompli. Dans les forteresses, les salles dédiées aux disparus ne sont pas seulement des mémoriaux. Elles fonctionnent comme des chambres d'écho, où les serments anciens sont répétés, en sachant qu'ils circulent, peut-être encore dans la conscience d'Astartés isolée. Prisonniers de sièges prolongés, de dérives dans le warp, de croisades périphériques dont la nouvelle ne parviendra jamais à Terra. Les inscriptions gravées sur les murs laissent souvent une place vide, réservée à une date de décès que nul ne peut inscrire.
maintenant ainsi ouverte une brèche ténue dans la linéarité du récit. Certains textes théologiques, discrets, suggèrent que cette impossibilité de conclure relève autant de la structure de l'impérium que de la nature des Astartes. Un empire étendu sur d'innombrables systèmes produit nécessairement des histoires qui ne reviennent pas à leur point d'origine. Le Space Marine, façonné pour un service sans échéance, devient le support vivant de cette logique, condamné à envisager son propre parcours non comme une trajectoire fermée, mais comme un segment d'onde, toujours susceptible de se prolonger, au-delà de ce que les archives peuvent consigner. Ainsi, les épilogues inachevés se multiplient, s'empilent comme des couches transparentes au-dessus des chroniques officielles. Ils n'offrent ni consolation ni rupture nette, mais maintiennent, au cœur même du 41e millénaire, la sensation persistante que le devoir ne connaît pas de terme assignable, seulement des suspensions, des ellipses où l'on devine encore la vibration obstinée d'une fidélité qui n'a jamais reçu l'ordre formel de cesser.